Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau live qui porte sur la révolution du télétravail. On va essayer de vous communiquer et vous présenter les bonnes pratiques à adopter. Donc, à travers l'expérience et l'expertise, vous allez voir, de représentants de cabinets de consultants. Et puis, on a aussi l'opportunité et la chance d'avoir Martine Bordonnet, qui est directrice télétravail et nomadisme du groupe Orange, qui viendra nous parler justement de la mise en place du télétravail. Vous allez voir que cette notion de télétravail n'est pas nouvelle, notamment pour le groupe Orange, puisqu'elle a été impulsée, initiée il y a déjà quelques années, pour ne pas dire une décennie. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter en détail nos intervenants de cet après-midi. Alors, Nathanaël Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de LMBG WorkLab. En gros, c'est un laboratoire qui ambitionne de créer de nouveaux modes de travail. C'est bien ça? Oui, c'est ça. LBMG, c'est une boîte de conseil qui accompagne le télétravail et puis l'émergence du coworking en France. On a également créé Néonomade, qui est le site de référence du coworking. Donc, vraiment, on pousse et on milite pour l'émergence d'une plus grande liberté dans le choix du lieu de travail en France. Très bien, merci. Alexandre Jost, bonjour. Bonjour Khadija. Donc vous êtes fondateur de la fabrique Spineza. Alors vous vous définissez un peu comme un think tank, un laboratoire d'idées. En quelques mots, est-ce que vous pourriez préciser justement sur la vocation de votre start-up, think tank, laboratoire, Oui, cabinet de tout à fait. consulting? Oui, Notre objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de la société. On se dit que ce sujet, le sujet du bonheur est inspirant, source d'espérance et qu'en même temps, il peut éclairer les grands enjeux modernes d'une manière innovante. Et on travaille sur l'éducation à la démocratie, la santé, les droits des femmes, etc. Via des études, c'est l'Observatoire Spinoza, via un accompagnement à la transformation, c'est Action Spinoza, et via des communautés de bénévoles, les passeurs du bonheur sur les territoires français et très bien, francophones. merci. Et en tout cas, on va essayer d'animer cette conférence et puis de la proposer à nos internautes dans la joie et la bonne humeur. Et puis enfin, effectivement, j'avais déjà introduit Martine Bordonnet. Rebonjour Martine. Donc vous êtes effectivement directrice télétravail et nomadisme chez Orange, pour le groupe Orange. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer peut-être un peu ce service que certaines entreprises, PME ou plus grandes enseignes ne connaissent pas nécessairement? Bonjour, donc en effet, je pilote le sujet du développement du télétravail au sein d'Orange depuis à peu près 8 ans. Donc, il faut savoir qu'effectivement, Orange a signé son premier accord télétravail dès 2009. Donc, nous avons une dizaine d'années d'expérience et un volume conséquent de salariés qui le pratiquent avant même, effectivement, l'arrivée de la Covid qui a vraiment fait exploser la pratique et du coup, qui embarque, je dirais, toutes les entreprises, Orange aussi, sur une approche un peu différente liée à cette généralisation, à ce volume de télétravail qui est relativement nouveau pour la France. Effectivement, Martine, vous l'avez évoqué, hein, c'est vrai que au printemps dernier, des millions de salariés ont basculé en télétravail ou en travail à distance, souvent dans la précipitation. Et si le télétravail est plus répandu au second confinement, on se rend compte qu'effectivement, ça suppose et ça met en perspective certains points d'éclaircissement, et notamment sur cette notion de télétravail. On va parler d'hybridation également, mais s'il fallait contextualiser peut-être et revenir sur cette notion de télétravail, et encore une fois, on va aussi essayer de distiller des conseils et des bonnes pratiques à adopter dans le cadre du télétravail, du côté des RH, mais également pour les usagers, c'est-à-dire pour les salariés. Avec vous, Nathanaël. Oui, bah, écoutez, je pense que la crise qu'on a connue a été un peu le coup d'envoi d'une transformation assez profonde dans les pratiques de travail. On se dit qu'à la fin de la crise, on aura augmenté de 3 à 4 fois le télétravail entre ce que l'on vivait début 2020 et puis ce qui sortira de cette crise sanitaire. Donc, les premiers retours chiffrés sont quand même assez impressionnants au niveau des entreprises, tant en termes de productivité que d'efficacité. Il y a près de 70% des entreprises qui s'apprêtent, enfin, qui s'attendent à ce que le télétravail augmente encore en leur sein. Quand on fait des enquêtes dans les sièges sociaux d'Île-de-France,
On a près de 95% des personnes qui nous disent « je veux continuer à télétravailler », mais clairement dans des modalités qui seront différentes de ce télétravail confiné qu'on a parfois un peu subi pendant un an, où finalement on n'avait pas d'autre choix que d'être à 100%. On voit bien qu'on veut aller vers un télétravail qui sera plus équilibré, 2 jours, 3 jours par semaine, mais qui derrière, entre guillemets, sera vraiment une matière de choix de l'individu, mais aussi d'un bon encadrement et d'un bon équilibre au niveau de l'entreprise. Donc, je pense que c'est cette transformation que l'on a vécue à marche forcée ces derniers mois et qui, entre guillemets, va nous amener à repenser fondamentalement beaucoup de choses, nos bureaux, notre organisation du travail. Et ça, c'est très intéressant pour les entreprises et je pense qu'elles vont le mettre au cœur de leur stratégie. Très bien. Alors, vous soulignez un point important, Nathanaël. C'est vrai que vous avez évoqué ce télétravail qui a été un peu mis en place à la précipitation, sauf pour quelques entreprises qui avaient déjà pratiqué l'exercice. Cette notion de… Alors, c'est vrai qu'on a subi pour certains d'entre nous. Comment justement vivre de manière optimale? Et puis, on va le voir que ça impacte pas seulement l'espace de travail, mais plus globalement la famille, la manière aussi et le rapport au travail. Alexandre Josse, s'il fallait peut-être compléter peut-être et puis voir un peu comment a été vécu le télétravail. Le télétravail, il a ça de paradoxal que de prime abord, il donne l'impression d'une augmentation de productivité. Ça a été repéré, ça, même estimé à plusieurs dixièmes de points de PIB. Et en même temps, en fait, il laisse beaucoup de choses sur le côté. Il laisse la convivialité, il laisse une forme de créativité, il laisse le respect du corps, il laisse finalement une certaine fluidité dans les relations professionnelles. Et puis, comme on est des êtres humains et qu'on ne peut pas juste se considérer comme des collaborateurs ou des travailleurs, en fait, il donne quand même lieu à pas mal de déprimes et de dépressions. Pour rappel, la dernière semaine de novembre, d'après Santé publique France, il y avait 22,6% des Français qui étaient en état de dépression, pas de déprime, mais de dépression. Donc sur des critères médicaux, subjectifs mais médicaux. Et donc, on peut en déduire que certes, c'est le climat anxiogène, le climat sanitaire, c'est la privation d'un certain nombre de plaisirs, mais c'est aussi lié aux conditions de télétravail. Donc, je pense que l'analyse selon laquelle le télétravail serait une grande chance demande à être nuancée et qu'il donne lieu à beaucoup de pertes, y compris en termes de qualité, de finesse, d'intelligence collective. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va tous les trois apporter le même message à quelques nuances près, mais c'est que le télétravail, il a besoin d'être accompagné et on va échanger beaucoup plus. Mais moi, si je devais résumer ce auquel je crois, au sein d'Action Spinza, je prends la casquette conseil, c'est qu'il y a besoin d'accompagner la transformation des modes de travail parce que c'est une révolution et le mot est galvaudé, mais il est bien utilisé dans le titre de cette conférence. Je pense qu'il faut accompagner les émotions parce que derrière le télétravail se cache, je fais plein de lapsus, se cassent des gens justement et se cachent des détresses. C'est l'accompagnement ou la réflexion sur le sens, comment faire perdurer l'appartenance, la culture et le sens profond de son utilité alors qu'on est à distance. Et puis, pour terminer, 2 choses, le corps, prendre soin du corps. Le télétravail exige il y a une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques en un an quand même en 2020. Et puis le tout dernier, c'est le télétravail, c'est un changement d'espace chez soi et d'espace dans les bureaux. Et comment est-ce qu'on reconfigure les espaces? Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a à repenser en transformant cette crise en une, c'est galvaudé comme terme, mais soyons optimistes, en une drôle d'opportunité. Effectivement, et c'est ce dont on va parler tout au long de cet échange. Alors, il y a plein de thématiques. C'est vrai qu'on parle de l'humain, on parle de l'ergonomie, vous parlez tout à l'heure de sens. Alors, c'est vrai que certains chiffres sont quand même assez inquiétants en termes de déprime, de dépression. Mais juste avant de revenir un peu plus en détail, justement, l'idée, c'était de planter le décor dans un premier temps. Mais on va voir avec vous, Martine Bordonnet, qui avait l'expérience chez Orange de la mise en place du télétravail. Donc, comment ça se présente? Comment vous avez vécu aussi ce confinement? Est-ce que ça a justement un effet accélérateur? Est-ce que tous les profils, parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser, est-ce que tous les profils, tous les métiers peuvent aussi être impactés par le télétravail?
Ce que je vous propose, c'est d'apporter de l'expérience d'Orange sur 2 temps. Avant la Covid, comme je vous le disais, on a un accord qui est déjà très complet, puisque dans l'accord d'Orange, depuis 2009, on peut faire jusqu'à 3 jours par semaine, voire 12 jours de télétravail par mois. Donc, on a un accord pendulaire. Par contre, c'est clair, le point d'entrée, c'est à 2 jours minima de présentiel sur site principal, parce que dans l'ADN d'Orange, le collectif, le lien social est majeur. Donc, j'insiste beaucoup, parce que ce n'est pas la situation du Covid, sur notre accord pendulaire. On n'est pas dans du full remote, 100% télétravail, ça n'existe pas dans notre modèle d'organisation. Alors, la chance qu'on a eue à Orange, puisqu'on a 10 ans d'expérience depuis 2009, on est 2021, on a une montée en progressive de la pratique du télétravail. 2009, 1000 télétravailleurs réguliers. Fin 2019, nous étions arrivés à 36 000 télétravailleurs réguliers occasionnels, et tout ça a été accompagné pendant toute cette période. Je suis référente télétravail, donc j'ai en charge la montée, enfin l'acculturation, le développement de la pratique, mais aussi de mettre en place ce qu'il faut pour accompagner ce sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet qui d'abord doit être porté par la gouvernance. Il faut que ce soit encadré par un accord qui précise les modalités concrètes en termes de matériel, de conditions, de lieux, de formation. Parce que vous voyez bien, entre 1000 télétravailleurs et 36 000, l'impact que ça a sur l'organisation. Donc, on a beaucoup construit sur cette première période 2009-2019. Nous avons des référents télétravail sur tout le territoire, des référents métiers. Nous avons également construit, bâti des formations à destination des managers, des collaborateurs. Nous avons un réseau social interne spécifique sur la thématique télétravail, nomadisme, management, où tout à chacun peut poser ses questions, échanger. Pour justement, effectivement, le sujet, ce n'est pas de faire du prosélytisme, mais qu'on puisse avoir un débat interne. Dans mon équipe, je télétravaille pas, et laisser aussi la place à l'inclusion. Il est clair qu'à Orange, de par nos équipements, on est très bien équipé en outils de mobilité. Ce que je rappelle aussi, pour pouvoir télétravailler, il faut être équipé d'outils de mobilité, un micro, un smartphone. Donc, c'est clair que notre très bon taux d'équipement explique aussi cette montée progressive au sein d'Orange de la pratique du télétravail. Donc, le télétravail ne va pas de soi. Les salariés vont vous dire, travailler de chez moi, ok, moi je n'ai pas besoin d'apprendre. Mais néanmoins, ce qu'on constate, et mon expérience pratique, bah, si ça s'apprend, parce qu'un télétravailleur dans l'équipe, ça ne se voit pas, mais dans le contexte actuel où on a 50, 60, 70% de salariés en télétravail, bah, ça suppose, comme l'a déjà évoqué Alexandre ou Nathalie, ça transforme l'organisation, ça transforme la culture managériale, ça soulève de nouveaux questionnements concernant le bureau. C'est quoi le bureau? Où est-il le bureau? Lorsqu'on était en filaire avec son micro fixe, etc., le bureau, on ne se posait pas de questions. On avait une unité de temps et de lieu. Depuis, tout ça éclate. Et puis, il y a aussi des enjeux sociétaux. Pourquoi je fais ces allers-retours permanents, 2 heures de transport, ça me fatigue. Donc, voilà. Donc, on est vraiment, que ce soit la société et l'entreprise, dans une recherche d'un équilibre qui s'exprime dans notre accord sur à la fois une performance et une économie, enfin une performance économique de l'entreprise. C'est aussi ça, enfin, on produit, on attend des résultats, mais aussi ce qui est fondamental, une qualité de vie de travail, des salariés engagés, des salariés qui sont dans des environnements de travail satisfaisants, bah, ça délivre de la satisfaction à la fois pour le salarié, pour l'entreprise. Donc, je rejoins tout à fait effectivement Nathalie et Alexandre, le télétravail, ça s'accompagne. Ça nécessite aussi une adaptation de l'orga et de la culture managériale. Et puis, ça suppose bien sûr à la base un équipement et des outils, une montée en compétences sur tous ces sujets. Et ça nécessite, et il faut faire aussi attention, il ne faut pas que ça devienne un modèle qui s'impose, il faut qu'on reste quelque chose d'inclusif. On peut télétravailler, mais les salariés qui ne souhaitent pas télétravailler font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail, une équipe hybride. On a tout type, une équipe se compose de différentes typologies de personnalités, de profils, et le rôle du manager, c'est effectivement de permettre à tout à chacun et d'avoir des organisations qui se composent, qui se décomposent, en différents formats. Et c'est clair que le Covid, alors qui nous est tombé dessus le 17 mars dernier, alors de par notre maturité du télétravail, chez nous, la bascule s'est fait assez naturellement, même si on a doublé, là aussi, on était à 36 000 télétravailleurs en décembre, et on a quand même doublé, on est monté à 62 000 en France, mais néanmoins, cette bascule s'est faite assez rapidement, parce qu'il nous a suffi de remettre en visibilité tous les programmes de formation, toutes les actions qui existaient déjà, alors avec un traitement quand même spécifique,
parce que dans ces catégories, et je vais finir là, nous avions des télétravailleurs, ce que j'appelle expérimentés, qui pratiquent déjà de manière régulière le télétravail. Nous avons aussi du télétravail occasionnel, donc ils étaient déjà équipés, ils avaient déjà une expérience du sujet moindre que les expérimentés, mais nous avons surtout découvert, le 17 mars dernier, des salariés qui n'avaient pas choisi ce modèle organisationnel et qui, du jour au lendemain, ont été mis en situation de télétravail à domicile, ce qu'on appelle les primo-accédants. Et donc, effectivement, le rôle des RH et du manager, on a mis tous les moyens pour permettre effectivement à ces débutants du télétravail de pouvoir disposer de tout ce qui était nécessaire pour monter, apprendre à télétravailler. Et je parle autant des managers que des salariés, qui puissent bénéficier de toute cette expérience, de tout ce matériel existant, du matériau existant au sein de l'entreprise, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions pour éviter, entre guillemets, ce qui pouvait être associé à des risques ou à des risques psychosociaux. On l'a vu, le premier confinement a été vécu, il y a eu beaucoup plus d'euphorie, je dirais. On pensait que c'était temporaire. Le deuxième confinement, c'est vrai qu'on était un peu plus exposé à un sentiment de lassitude, de manque de lien social. Donc, on a mis en place tout ce qu'il faut pour accompagner avec une possibilité aussi de retour sur site une journée par semaine, parce que je rappelle qu'à Orange, on est en situation de télétravail à temps plein depuis fin octobre, en tout cas pour tous les métiers éligibles. Donc, ça fait 5 mois qu'on est en télétravail avec la possibilité de revenir une journée par semaine sur site. Très bien. Effectivement, vous parliez des risques psychosociaux. Les chiffres qu'Alexandre a avancés tout à l'heure étaient quand même relativement inquiétants. C'est vrai que si cette première partie, ce premier confinement a été bien vécu, puisqu'effectivement on était au printemps, l'arrivée des beaux jours a été plutôt bien vécue par l'ensemble des actifs, le second était un peu plus, a été accueilli avec plus de réserve. Moi, ce que je voudrais savoir… Ça dépend si on a des enfants quand même. Hein. Le premier confinement, je pense qu'il y a vraiment, il faut quand même se rappeler qu'il a été vécu de manière très, très hétérogène selon le niveau de revenu, la taille de l'appartement et la famille. Et il y a un enfant qui avait 2 ans et demi, 2 ans au moment du premier confinement, c'était beaucoup de bonheur et beaucoup de folie. Ça sent le vécu, voilà. Oui, alors je voudrais juste revenir sur cette notion de télétravail. Est-ce qu'il y a du bon ou du mauvais télétravail? Tout à l'heure, on l'a encore une fois, on en a parlé. Concernant le télétravail subi, est-ce qu'il faut un accompagnement managérial? Et j'aimerais, alors on l'avait évoqué en aparté, comment aussi on mesure l'efficacité d'un collaborateur sur sa production? Alors c'est vrai que parfois, le télétravail a été perçu de manière un peu distanciée de la part des employeurs, avec toute une représentation, parfois des images d'Épinal sur le salarié. Il est loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire qu'il travaille à domicile, il ne fournit pas nécessairement la quantité de travail nécessaire, le travail n'est pas forcément de qualité. Alors, je noircis un peu les traits, je fais un peu exprès justement pour avoir vos réactions. Nathanaël. Oui, je trouve que les traits sont assez noircis là sur le télétravail, parce que je pense quand même que ça ouvre un champ de liberté, d'autonomie et de confiance qui est quand même très important aussi dans l'entreprise. En tout cas, ça l'oblige à se questionner sur tous ces sujets. Hein. Souvent, nous, on le voit quand on met en place le télétravail. Le télétravail, c'est un révélateur de plein de dysfonctionnements dans l'entreprise, et notamment du manque de confiance, du manque de clarté dans les objectifs que l'on se fixe dans une équipe, notamment qu'un manager peut fixer à quelqu'un dans son équipe en termes de travail à accomplir. Et le fait d'introduire la distance oblige à mieux documenter, oblige à poser des choses de manière plus claire. Donc il y a quand même, quand c'est bien fait, un vrai intérêt, entre guillemets, à passer au télétravail, parce qu'il oblige à se poser des questions que parfois on ne se pose pas avec un collectif entièrement au bureau, alors qu'on devrait le faire. Et donc, je pense que derrière, évidemment, il y a des sujets de passer par du management plus sur des objectifs, d'avoir un suivi plus régulier, de se mettre d'accord entre moi, collaborateur, et mon manager, se mettre d'accord sur ce qui est attendu pour la semaine, pour la journée, pour le mois, et d'être bien au clair sur ce que je dois faire et à quel moment je dois le faire, sur les règles. Évidemment, Martine pourrait le décrire, mais normalement, les règles doivent être claires de quand est-ce que je suis disponible, quand est-ce que je ne peux ne pas l'être quand je suis à distance. Tout ça doit être très bien balisé, clarifié,
entre le télétravailleur et son manager, mais aussi avec les collègues qui potentiellement ne télétravaillent pas, pour qu'il n'y ait pas de couac, d'incompréhension et d'entreprise à deux vitesses. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le vrai risque, c'est ça, c'est qu'on crée des entreprises à deux vitesses entre ceux qui sont sur site et ceux qui sont à distance. Il faut rappeler qu'il y a presque la moitié aujourd'hui des travailleurs en France qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas télétravailler. Et donc, il faut arriver à trouver, quand on est dirigeant, le bon équilibre entre permettre le télétravail et l'accompagner pour ceux qui le souhaitent, et puis accompagner le travail sur site pour ceux qui doivent rester en travail positionné ou qui tout simplement ne souhaitent pas le faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que le télétravail peut apporter toutes ces opportunités-là, mais là encore, il faut qu'ils soient accompagnés. Mais gardons en tête que c'est globalement très positif, que quand on demande aux salariés s'ils souhaitent continuer le télétravail, globalement, ils répondent massivement qu'ils le souhaitent, mais pas du tout dans les conditions qu'on a vécues. Et évidemment que les retours sont mauvais par rapport à la crise sanitaire, au confinement qu'on vit, etc. Mais là encore, au fait qu'on télétravaille quasiment 100% de notre temps, et que ça, la majorité des personnes ne le souhaitent pas. Donc, il faut faire attention à toutes les analyses qu'on peut tirer aujourd'hui du télétravail vécu. Je reste persuadé qu'il peut nous apporter beaucoup plus de positifs que de négatifs. Très bien. Martine, je vous voyais réagir justement sur les propos de Nathanaël. Non, mais c'est clair que le télétravail, alors hors période de confinement, le télétravail, déjà, il doit être choisi. On n'impose pas. C'est vrai que la période de Covid, c'est quelque chose de particulier. On a mis, pour des aspects de santé, etc., on était obligé de prendre une mesure générique pour l'intégralité des salariés, même pour ceux qui ne l'ont pas choisi. Alors, ce qu'on a fait, bien sûr, pendant cette période, c'est que nous, on a activé tous nos réseaux, toutes nos lignes, des 0800, etc., pour effectivement être sûr, alors au-delà de l'action du manager et du RH, parce qu'en première ligne, il y a le RH et le manager, mais au-delà de ça, on avait dans toute la palette de nos outils des 0800, etc., pour essayer aussi d'identifier dans cette période compliquée les signaux faibles. On a des services de santé qui étaient totalement mobilisés pour essayer de faire de l'accompagnement sur mesure pour potentiellement les salariés en difficulté. Mais néanmoins, pour revenir à l'accord télétravail, qui est un accord pendulaire où c'est le salarié qui fait le choix de cette modalité, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, quand on valide une demande de télétravail, à la base, ça nécessite déjà un échange entre manager et salarié, et ça permet un questionnement qui me paraît essentiel déjà, de poser toutes les questions. Est-ce que tu as réfléchi à ton organisation, ton volume de jours? Est-ce que tu as l'espace de travail? Est-ce qu'il y a l'environnement? Est-ce que tu as le matériel? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à ta situation perso, le lieu, l'espace? Est-ce qu'il y a... Voilà, tous ces sujets doivent être posés, et là, la fonction RH, elle doit aussi être présente pour accompagner, pour mettre tous les outils à disposition pour que le manager, dans cette première étape nécessaire, puisse questionner le collaborateur pour que dès le départ, ça puisse partir dans de bonnes bases. Et du coup, nous, ce qu'on fait de par le volume qu'on a et tous les outils qu'on a mis en place, c'est vrai qu'on ne se contente pas de ça, c'est que régulièrement, tous les 2 ans, on lance une étude auprès de tous nos télétravailleurs, nos managers, pour les interroger sur la qualité à la fois de notre accord, de nos dispositifs et de leurs pratiques, ce qui nous permet de faire les ajustements nécessaires. Et je dirais aujourd'hui, un des points majeurs sur lesquels il faut qu'on travaille, on a énormément de formations à disposition, et à la dernière étude de juillet dernier, on a constaté que seuls 12% des salariés managers se sont formés. Donc on voit bien, on se heurte à la difficulté de prise de conscience que télétravail à domicile, c'est pas qu'un déplacement d'un lieu, ça nécessite quand même de revoir un petit peu son organisation. Qu'est-ce que je fais à domicile? Qu'est-ce que je fais sur le site de travail? Comment je mets ma communication? Comment je me mets en visibilité? Quelles sont les routines? Voilà, il y a quand même des choses qu'il faut accompagner et qui sont nécessaires pour une mise en place réussie du télétravail, à la fois à titre personnel, mais aussi pour le collectif, parce qu'il y a bien évidemment, comme l'a souligné Nathalie, il y a aussi des gens qui ne télétravaillent pas, et tout ça, le rôle du manager, c'est d'avoir un mode de fonctionnement qui permette à la somme des singularités de fonctionner avec efficacité.
Alors, on l'a Moi, compris, hein, c'était quelque chose qui se travaille en amont. Il faut baliser, réfléchir à un cadre et la notion aussi d'accompagnement est fondamentale. Un accompagnement des collaborateurs, mais aussi des N+1, voire plus 2. Alexandre Josse, alors, tout à l'heure, je vous écoutais rappeler peut-être un peu le confinement vécu et le télétravail qui était associé de manière un peu voilà, bon an, mal an. Pour vous, c'est quoi finalement un télétravail épanoui, le télétravail réussi? Qu'est-ce que ce serait? Ça reposerait sur quoi, selon vous? je pense que le je vais prendre un exemple pour, répondre. Il y a 2 ans maintenant, la région Île-de-France a commencé à déménager en rassemblant, une dizaine de sites, parisiens, à Saint-Ouen, dans leur nouveau siège pour le conseil régional. Et quand ils ont fait ça, finalement, ils ont, lancé une révolution qui était du même ordre que celui du télétravail. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens sont arrivés dans des nouveaux espaces. Alors certes, c'était des espaces de bureau, mais c'était quand même des nouveaux espaces à l'image de ce que c'est que de travailler, chez soi. Et pour accompagner ce changement qui n'était qu'un changement d'espace, eh bien, ils ont, lancé des ateliers qui étaient par métier, parfois par service, pour inviter les équipes à réinventer leur manière de travailler. Et je pense que c'est ça l'enjeu. C'est dans les conditions nouvelles auxquelles nous faisons face ou que nous avons, enfin, oui, quand même, on y fait face. Eh bien, comment retravaillons-nous ensemble? Et dans le comment retravaillons ensemble, il y a tout un tas de méthodes. Ça peut être ludifié, gamifié. Vous connaissez peut-être le jeu qui s'appelle Workplace Game, qui permet à des collaborateurs, eh bien, sous forme de petits jeux de plateau, de réinterroger leur manière d'être ensemble. Est-ce que lorsque je cherche à joindre quelqu'un par mail, puis par téléphone, et que je n'ai pas de réponse, je considère que je peux appeler un peu plus tard que d'habitude parce que quand même c'est du télétravail et de toute façon à la maison il n'y a plus de frontières. Et les gens échangent à travers un certain nombre de petites études de cas. Une autre, idée sur, des questions à poser pour, aller bien en télétravail, eh bien, c'est s'interroger sur le cocktail des tâches qu'on réalise à un endroit chez soi ou à un autre endroit au travail. Il y a une transformation des bureaux, et qui est antérieure à la crise sanitaire. Vous pourrez aller regarder notre étude qui s'appelle, «Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur». Elle est en libre service sur le site de la Fabrique Spinoza. Et en fait, on met en avant une technique qu'on appelle l'activity-based working ou le zoning, et qui est de s'interroger quels sont les espaces optimaux pour réaliser telle ou telle activité. Et en fait, dans un espace de travail, on a besoin de beaucoup plus que une cafétéria, une salle de réunion et un lieu où se concentrer. C'est vrai à domicile aujourd'hui, mais ce qui devient complexe, c'est que lorsque l'on est chez soi, 1er bureau, deuxième bureau, le bureau habituel, eh bien, on ne sait plus quel est le cocktail de tâches qu'on réalise à un endroit ou à un autre. Et ça se réapprend. Ça invite à reprogrammer les espaces de travail existants et aussi, faire bon an mal an, comme, vous disiez Khadija, chez soi. Une dernière idée à partager, c'est, le management, qu'est-ce qui devient dans tout ça? Parce qu'il conditionne pour beaucoup, eh bien, comment se sentent les individus. Et là-dessus, je réagis comme Nathanaël à votre propos, Khadija, qui, je le sais, avait pour objet de nous faire agir, hein, j'ai bien compris. La fausse naïveté, qui vise à nous aiguillonner, j'aime bien. Quand même se rappeler que les Français, s'ils n'ont pas tous vécu un premier confinement facile, se sont sentis plus libres. C'est une étude de Swiss Life qui montre que les gens se sont sentis plus libres. Alors quand même, enfermé chez soi et plus libre, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est parce que le mode managérial est devenu plus libérateur ou a de facto laissé plus de confiance, plus d'autonomie. Et ça, les entreprises, ou bien elles se crispent, ou bien elles en prennent acte et vont dans ce sens. Et je pense que parmi toutes les modes managériales, celle du management serviteur ou du manager visionnaire, celui qui est au service de son collaborateur. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour bien bosser chez toi? Est-ce que tu as bien compris? Ou le manager de vision, c'est est-ce que le cap est clair pour que, comme on n'est pas à 5 mètres l'un de l'autre, à se poser des questions si besoin est, mais à distance, est-ce que tu as une intention claire pour pouvoir arbitrer toi-même tes décisions? Et in fine, management, espace, liberté, pour moi, si on devait garder une idée de ce qu'il faut maintenir coûte que coûte, c'est des processus dans les équipes
qui sont d'entreprises libérées, mais qu'on voit dans le Lean Management, dans le Six Sigma, dans plein d'endroits différents, qui sont, est-ce qu'on a un moment hebdomadaire ou mensuel où on se rassemble par équipe, on se dit, OK, les gars, mesdames, les filles, comment on fait pour travailler encore mieux ensemble? Et poser cette question-là, cette démarche d'amélioration continue toute simple, elle est de nature à lever les obstacles divers, mais aussi ceux liés au télétravail. Parce qu'en fait, en ce moment, pour conclure, on est obligé de s'adapter, de se réadapter, de se réadapter en permanence parce que le contexte économique change, sanitaire, de travail. Et donc, si on ne repose pas cette question, eh bien, télétravail aidant, on n'arrive pas à travailler bien et donc heureux et donc productif ensemble. Est-ce que ça veut dire que la crise sanitaire actuelle qu'on travaille crée un précédent et finalement, il y avait déjà une tendance de fond sur les nouveaux modes de travail et Nathanaël l'a dit tout à l'heure justement, elle l'avait évoqué, où finalement on reconfigure, on repense l'organisation sociologique de l'entreprise avec peut-être une nouvelle hiérarchisation des modes de management. Est-ce que on est plus sur ce mode de travail et finalement le télétravail est un des outils parmi tant d'autres justement pour évoluer sur ces nouveaux modes de travail? Alexandre, Nathanaël peut-être ou Martine? Je veux bien démarrer. Je veux dire que le Covid ou la Covid n'est qu'un accélérateur de choses qui sont déjà en émergence. Et je dirais, ce qui a fait émerger tout ça, c'est le digital, l'équipement. C'est-à-dire qu'on se libère d'une position, on se libère du filaire. Et à partir de là, notre étude télétravail l'a montré, les gens sont devenus plus autonomes, ils ont appris, ils sont plus responsables. Et du coup, ce que ça pose fondamentalement, c'est le sens du travail. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je viens dans les locaux? Qu'est-ce que je fais de chez moi? Et du coup, on est plutôt dans une période assez fabuleuse, de pouvoir se re-questionner, de donner la main au manager et d'avoir un collectif qui se compose en fonction des champs des possibles. Parce que si le manager prend la main sur ce questionnement avec ses équipes, je pense que ça génère bien sûr de la qualité de vie au travail, mais surtout aussi cet élément qu'on cherche tous dans les entreprises, de mettre un engagement plus fort. Et je pense que si on gère bien cette sortie de crise, on peut avoir un équilibre de tout ça en partant un peu de ce que chacun pose et du questionnement du travail. C'est quoi le travail et comment est-ce qu'on l'exerce individuellement, collectivement? Ça me paraît le base et en maintenant un lien social, parce qu'on l'a vu et je terminerai là, l'être humain, et on le voit avec cette deuxième période de confinement, on est des êtres sociaux. On peut faire des choses chez soi, mais on a besoin aussi d'un temps d'échange, de créativité, d'échange pour s'aérer l'esprit. Et c'est bien l'équilibre de tout ça qu'on va devoir trouver avec toutes les questions que ça pose en matière d'orga, de management, d'espace, d'immobilier. C'est un monde déjà avant la Covid qui existait, et là simplement, il se révèle à tous. Très bien. Nathanaël, justement, sur cette notion de valeur, le sens qu'on met derrière le travail. Et puis, on l'a dit, hein, c'est vrai que le télétravail a amené aussi plus d'engagement de la part des collaborateurs. Alors, oui, plus d'engagement et puis des questionnements sur finalement, comme le disait Alexandre, ce lien entre la liberté que je gagne et puis ce que j'ai envie de faire vraiment quand je reviens au bureau et quand je rencontre mes pairs, et notamment ces enjeux d'interaction et de collaboration. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on questionne les personnes, il y en a finalement presque 50% qui nous disent bah, moi, finalement, je veux des alternatives à la fois au bureau et au domicile. Je voudrais pouvoir travailler dans des résidences secondaires, dans d'autres sites, dans des espaces de coworking. Et en fait, justement, Alexandre parlait de la région Île-de-France. Nous, ça fait maintenant 3 ans qu'on accompagne les agents de la direction Île-de-France pour qu'ils puissent aller télétravailler dans des coworking, dans des bureaux de proximité. Et quand on les questionne sur cette raison, il y a évidemment le fait de pouvoir en fait travailler à proximité de chez soi, mais dans un environnement finalement différent et professionnel. Mais il y a aussi l'envie d'aller trouver des nouveaux collectifs, entre guillemets, de changer d'air, mais d'aller dans d'autres univers professionnels. Et donc, je trouve que tout ce qu'il y a derrière ce télétravail et ce qu'il ouvre comme champ des possibles est fantastique. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, grâce au coworking, à des passes coworking qui se développent de plus en plus dans les entreprises, il y en a de plus en plus qui le mettent dans leurs accords de télétravail, la possibilité d'aller dans les coworking, du coup de s'ouvrir à d'autres entreprises, à d'autres collectifs. Le fait aussi, et ça fait écho à votre autre conférence sur la mise au vert, aujourd'hui on voit qu'il y a aussi des mouvements qui sont imaginés par certaines personnes en se disant bon bah je vais partir et je vais me
partir de ces grandes métropoles, je vais m'installer plus au vert et grâce au télétravail, je peux le faire. Tout ça, ça pose des questions qui dépassent le simple cadre de l'engagement individuel, mais qui renforcent potentiellement le lien que quelqu'un peut avoir à une entreprise, son envie de rester dans une entreprise, tout en l'éloignant physiquement du bureau. C'est ça qui est intéressant en fait aussi avec le télétravail, et ça pousse les entreprises à mieux l'intégrer dans leur stratégie et à pas juste le voir comme un programme RH, mais bien comme une nouvelle culture d'entreprise, quelque chose qui fait partie de l'identité de la culture de l'entreprise. Martine, à un moment donné, on est vraiment loin de cette image un peu d'Épinal filaire où on est rattaché à un bureau. Finalement, on devient tous nomades presque. Bah, je pense que le sujet, au-delà du télétravail, qui est quand même un sujet qui est bien bordé par des accords, par un rythme, aujourd'hui, on essaie aussi de comprendre les usages nouveaux de ce que j'appelle de manière plus large le travail mobile. On a les télétravailleurs, mais on a aussi les nomades, parce qu'on est équipé, on a son bureau sur le dos, on peut se déplacer, donc on sort un peu, et là je prends ma casquette RH, on a un contrat de travail avec une unité de temps et de lieu, et là, à travers nos usages avec le digital, on voit bien que cette unité de temps et de lieu est en train d'exploser, de par la société aussi qui nous challenge avec les problèmes environnement, etc. Du coup, bah, c'est tout ça qu'il faut qu'on intègre pour essayer de trouver une réponse. Et on est aussi challengé par les salariés qui nous disent bah, OK, pourquoi je reviens, pourquoi faire voilà, donc je pense qu'on est devant un monde passionnant sur lequel on peut trouver un champ des possibles, l'objectif n'étant pas de coller une réalité à tout le monde, surtout pas. Moi, je suis pour l'inclusion. Il y a des réalités, il y a des individus qui composent une entreprise, il y a des métiers, et tout ça, effectivement, il faut qu'on trouve une harmonie, un équilibre entre l'entreprise, la QVT et la société, avec aussi nos enjeux à tous de réduction de l'empreinte carbone. On est tous embarqués dans, je dirais, non pas dans la galère, parce que ce moment-là, c'est plutôt une galère positive, mais je pense que ça chahute et l'entreprise se doit de se poser et d'accompagner ces mouvements. Moi, Oh je vais bien. peut-être Oui. réagir à ça, Martine. Moi, je suis d'accord avec l'équilibre entre les enjeux d'organisation, de production, de qualité de vie au travail. Peut-être se dire qu'en ce moment, si on devait placer le curseur, il a besoin d'être près de la qualité de vie des personnes. Au premier confinement, on a vu des manifestations de solidarité, d'entraide, à la fois entre citoyens, mais aussi entre collaborateurs. On a observé beaucoup d'attention, et à compter du mois d'octobre, novembre, eh bien, on a vu qu'on avait des gens qui lâchaient la rampe, et que parce qu'ils lâchaient la rampe, ils commençaient à être parfois mauvais les uns vis-à-vis des autres. Et ça est juste l'expression d'une détresse. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on le voit de manière manifeste ou qu'on le voit ou que ce soit un signal faible, il faut vraiment être attentif aux risques psychosociaux. Et nous, on recommande parfois d'utiliser, en plus des enquêtes régulières, d'utiliser des choses comme le Copenhagen Burnout Inventory, le CBI ou le MBI, qui sont des tests en une dizaine de questions qui peuvent être faits en ligne et qui permettent à l'individu de s'auto-diagnostiquer pour savoir à quel niveau de fatigue il ou elle se trouve. Et ce qui m'amène à dire que dans le télétravail, il y a vraiment un enjeu de maintenir ce doux équilibre, aussi de joie. En fait, j'ai hésité à mettre une petite fleur dans les cheveux, via les filtres, Zoom aujourd'hui, et j'arrive pas vraiment à le faire, en conférence, et pour autant je le fais avec mes collègues. Je pense qu'on a besoin de faire un effort pour s'autoriser à de la légèreté. Mettre les caméras allumées en visioconférence, c'est quelque chose d'important. Il y a des grandes entreprises qui ont parfois la culture de ne pas le faire pour des raisons de bande passante ou de confort, mais ça permet de maintenir le lien, de générer de l'empathie émotionnelle, tout en sachant qu'il y a un psychologue cognitif de Stanford qui a montré qu'il fallait des temps où s'interrompait la caméra pour éviter l'effet observation et l'effet face à face avec un autre animal qui est très proche, parce que ça déclenche des réactions de reptiliennes, en fait, de repli dans des états d'urgence si c'est trop longtemps allumé une caméra. Donc, je pense qu'il y a des enjeux de convivialité, il y a aussi des enjeux d'encourager l'expression des émotions, les pratiques toutes simples de minute météo où on demande aux collaborateurs de dire en quelques mots, sous forme de nuages, de soleil, de tempête, comment ils se sentent, eh bien, c'est plus que jamais nécessaire. Il y a évidemment des outils de gestion ou de management émotionnel, tels
donc ceux de Davidson Consulting ou comment ça s'appelle, j'ai un trou, c'est pas Happy at Work. Bref, donc il y a des outils dans ce domaine-là. Et parce que les émotions sont liées au corps, eh bien, ne pas oublier celui-ci, être vraiment dans un accompagnement. Il y a comme des entreprises aujourd'hui qui donnent des gratifications pour permettre aux collaborateurs de s'acheter du mobilier de travail chez eux, de telle sorte à atténuer les risques. Vous devriez voir où je travaille, parce qu'on a un appartement de 50 mètres carrés avec ma femme et mon petit garçon. Je suis dans la chambre alors qu'elle est arrêtée dans la pièce d'à côté. Rien de grave, vous en faites pas. Mais... Enfin bref, donc ça, et prendre soin du corps, ça passe par l'ergonomie, par l'immobilier. Et enfin, et ne l'oublions pas, pour revenir à alterner le grave et le léger, et bien qu'on oublie l'esthétique, le beau, le sensible et la nature comme des facteurs fondamentaux. Et aujourd'hui, on a des études en cours de production à la Fabrique Spinza sur la biophilie, c'est-à-dire la puissance du vivant pour l'être humain. La simple présence d'art ou de plantes d'intérieur dans un espace au travail ou chez soi est susceptible de diminuer de 17% le nombre d'erreurs commises à des tâches répétitives. C'est des travaux de l'université d'Exeter. Et en fait, le vivant est de nature à augmenter notre satisfaction, notre engagement, diminuer les frictions entre les individus. Donc, pour résumer tout ça, la convivialité, la prise de température des émotions et une obsession sur le corps, comment s'assurer qu'il ne lâche pas, qu'il aille bien, quelles sont les pratiques autour du travail qui vont dans ce sens-là, et finalement un aménagement ou un réaménagement du chez-soi ou du travail pour que ce soit un lieu vivant. Voilà. Bon, juste pour vous rassurer, Alexandre, je fais partie à la DRH de la direction de la qualité de vie au travail. Donc, c'est vrai que cet équilibre entre efficacité d'entreprise qui est logique, mais QVT, et pour nous, effectivement, vraiment, cette double approche est dès le départ, depuis 2009, un axe fort. Alors, c'est vrai que sur la deuxième partie du confinement, qui a été un peu plus difficile, un peu plus long, mais je rappelle aussi, nous, pour les métiers éligibles, les 3/4 des salariés sont à temps plein chez eux depuis fin octobre. On est en train aussi de tester des ateliers justement sur ces dimensions où la partie de l'esprit et du corps qui jusqu'à présent n'est pas généralement appréhendée par l'entreprise. On est en train de tester des ateliers de yoga. Voilà, on essaye un peu et néanmoins on est aussi sur nos axes classiques. La déconnexion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir se déconnecter. La question de la charge de travail, tous ces sujets effectivement font partie des axes que l'entreprise effectivement travaille dans cette période un peu compliquée, donc ce qui sont les axes traditionnels, mais c'est vrai que commence à rentrer dans la notion de qualité de vie au travail tout ce qui tourne autour du corps et de l'esprit, qui sont des sujets habituellement moins classiques pour une entreprise. Mais vous avez raison, c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Sur le bien-être, effectivement, au travail. Alors, juste un dernier point, puis ensuite on passera aux questions qui sont déjà nombreuses sur cette partie commentaires. Alors, pour revenir justement sur ces bonnes pratiques adoptées, vous en avez dévoilé quelques-unes, Nathanaël. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter justement sur cette partie? Oh, je crois qu'on en a évoqué pas mal, mais en effet, la question de bien sélectionner, entre guillemets, ce que l'on fait chez soi et ce que l'on fait quand on revient au bureau est important, que ce soit pour les réunions. J'ai vu qu'il y avait une question autour de ça, se dire qu'il y a des réunions, notamment d'information, etc., qui peuvent être très bien faites à distance, d'autres qui sont des réunions de résolution de problèmes ou de créativité, méritent bien souvent, même s'il y a des outils de collaboration qui peuvent faire des choses incroyables en créativité à distance, mais mérite bien souvent d'être plus présente physiquement. De même, on s'est rendu compte, nous, notre entreprise, on est dans une dynamique de télétravail assez grande avec des personnes qui sont un peu partout en Europe, mais néanmoins, quand on est au bureau, on s'aperçoit que les tâches de travail individuelles et concentrées qu'on pensait devoir et être capable de faire uniquement chez nous, bah, parfois on a quand même besoin d'en faire au bureau et donc il y a des bonnes pratiques aussi à avoir pour pouvoir se mettre tranquillement à l'abri, au bureau, dans des espaces confidentiels. Donc tout ça, je pense que c'est des bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Je pense que globalement, le fait d'avoir aussi régulièrement une vraie dynamique d'animation du collectif, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment vu, je pense, émerger assez naturellement pendant le confinement, cette posture nouvelle des managers qui n'étaient plus juste là pour vérifier le travail, mais qui étaient là pour prendre soin, pour s'assurer que les personnes allaient bien. Et parfois, quand les managers ne le faisaient pas, c'était naturellement d'autres personnes dans les équipes qui finalement prenaient ce regard, me font penser qu'il faut vraiment renforcer cette logique d'animation de communauté. Un peu comme dans les coworking, vous avez cette dynamique naturelle de créer des interactions, d'aller vers les autres, etc. Et ben, je pense que ce virus du coworking, il doit pouvoir être inoculé à l'ensemble des équipes, des managers, pour que justement cette dimension de à la fois soin des personnes dans l'équipe, mais aussi de créer de l'interaction et de voir à quel moment on peut vraiment créer du collectif peut être faite. Et ça, je pense, une vraie grande nouveauté et une vraie prise de conscience en fait. Et je pense que c'est un point très important de transformation. Bien. Alors, juste avant de passer aux questions, si on faisait un peu de prospective, si on arrivait à se projeter et, et penser au travail de demain, à l'évolution que pourrait nous amener le télétravail, qu'est-ce que ce serait? Et puis, dans un monde idéal, on n'est pas là pour faire de la dystopie, mais plutôt ni l'utopie, hein. L'idée, c'est de voir, voilà, dans un monde idéal, qu'est-ce que ce serait, comment on pourrait se formaliser, se traduire le monde du travail de demain, avec quelles pratiques et quels outils? Moi, je veux bien Martin, répondre à ça. Ok. Alexandre. Oui. Bah, à nouveau, je me réfère à ce rapport, enfin à 2 rapports. Donc, je le redonne son nom, Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur, ou à un autre qui s'intitule Pour une fonction publique heureuse. Et, euh, et je pense que on peut reprendre les grands ingrédients qui font qu'on est heureux au travail et donc qu'on travaille bien. Et là-dessus, en faisant un peu de prospective, je pense que l'entreprise de demain, poursuit ce chemin d'hybridation, et on peut même dire qu'elle devient organique. Le mot organique, c'est un drôle de mot, mais organique, ça veut dire inspiré du vivant. C'est-à-dire que c'est une organisation dans laquelle les individus ont une certaine latitude pour prendre des décisions. C'est une entreprise qui est ouverte sur le monde, et on sent que quand on va revenir au bureau un peu plus ou en restant en télétravail, on a profondément besoin que le lieu de travail soit un lieu qui ne soit pas enfermé puisqu'on l'est chez soi, mais que ce soit un lieu ouvert, donc avec des startups, avec des associations, avec des fournisseurs, des partenaires, etc. On sent que c'est une entreprise qui tisse des liens de différents ordres avec ses parties prenantes, qu'il n'y a pas que des CDI, il y a aussi des gens qui sont freelance, il y a des slashers. On sent que les relations entre les individus sont liées à des processus de gouvernance qui sont plus agiles, que les gens ont le droit de prendre des décisions soit avant de sollicitation d'avis ou de gestion par consentement. On voit que c'est une entreprise dans laquelle le vivant a sa place, c'est-à-dire que les espaces sont imaginés pour qu'il y ait de la rencontre, pour que pour rappel, 70% des informations échangées dans un quotidien de travail le sont par sérendipité, par hasard ou parce qu'on se croise. Donc, que l'entreprise soit un lieu vivant où on se croise, où ça circule et que l'information circule aussi. Donc, in fine, on est en train de dire que la transformation de travail, enfin du télétravail, est finalement un miroir de toutes les autres transformations. Transformation des espaces, transformation émotionnelle des collaborateurs, transformation vivante ou biophilique avec la capacité à accueillir du végétal, etc. Et finalement, transformation je l'ai déjà dit, digitale, et transformation des modes de travail. Donc pour moi, on se dirige vers une entreprise organique et peut-être rajouter une chose dont le soleil, si on garde la métaphore organique, dont le soleil serait la raison d'être. Il y a quand même des prédictions qui est que les grandes entreprises françaises sont à risque à horizon 10 ans si elles n'arrivent pas à donner un sens supérieur à leur mission.
Et le sens supérieur, se traduit par des choses telles que l'impact sur la planète, le fait de favoriser la bonne santé, créer du lien, favoriser l'épanouissement, être au service d'eux. Et donc pour moi, cette entreprise organique et hybride, elle est guidée par un soleil qui est sa raison d'être. Très bien, merci Alexandre. Martine? Alors, de manière peut-être un peu plus basique, moi, mon rêve, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, chaque manager, chaque équipe puisse puiser dans ce champ des possibles pour créer un collectif qui fonctionne, qu'on mette le travail, parce qu'on parle beaucoup d'orga du travail, mais avant de parler d'orga, il faut encore peut-il effectivement parler travail. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui les moyens de se poser, simplement de repartir de questionnements, qui on est individuellement, collectivement, et que chaque grappe d'organisation, parce qu'Orange, c'est une grande structure, mais au-delà de cette grande structure, c'est effectivement, il y a toujours l'unité de base de l'équipe, du manager, qui puissent trouver leur mode de fonctionnement, qui puissent se questionner collectivement, que le collectif puisse être au centre avec un management qui a un rôle d'animateur. Alors tout ça, bien sûr, dans un sens, je reste toujours sur mon efficacité et ma QVT, mais la réalité d'une structure, c'est pas forcément celle du voisin. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à maturité pour permettre à chacun et mettre les conditions, et ça rejoint un peu ce qu'expose Alexandre de manière un peu plus idéale, mais qui va être effectivement la tendance vers laquelle le sens du travail, et on le voit bien, on est challengé par les salariés. Pourquoi je reviens ? Je pense que toutes les entreprises, dans le contexte qu'on a connu, se posent cette question, et je pense que c'est qu'au niveau des équipes, au niveau du manager, en travaillant ces questions, que la réponse va être amenée pour que chacun se compose son équilibre, équipe par équipe, pour permettre le meilleur de chacun. Très bien. Merci. Nathanaël? Moi, j'aurais deux sujets. La première, c'est qu'à court terme, finalement, même si, et je rejoins Alexandre, on va vers quelque chose d'hybride, à court terme, par contre, on va avoir autant de formes de télétravail que d'entreprises. C'est-à-dire que vous avez quand même 15% des patrons qui ont demandé à leurs salariés de revenir tout le temps au bureau pendant la crise sanitaire. Alors qu'on demandait à télétravailler. Et donc, il ne faut quand même pas se leurrer sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre non négligeable d'entreprises en France où on va dire à tout le monde, revenez au bureau. Et à l'inverse, vous avez des entreprises qui seront sur du 100% télétravail. Et puis, au milieu, des tas de formes hybrides. Et donc, je pense que cette réalité, elle est quand même là pour durer un peu. C'est-à-dire qu'en fonction des entreprises, des cultures des dirigeants, etc., vous allez avoir des entreprises qui seront plus ou moins ouvertes au télétravail, plus ou moins distribuées, et que ça va sans doute conditionner aussi des choix de carrière, des choix, le choix d'aller ou pas dans une entreprise. De plus en plus, il y a des métiers qui doivent être 100% télétravail pour pouvoir recruter. Donc tout ça, je pense que c'est aussi l'avenir, c'est d'assumer qu'il n'y a pas une forme de télétravail, qui a selon les entreprises, des tas de façons différentes de l'appréhender, et parfois même au sein même de grands groupes, des façons très différentes de l'appréhender. Ça, c'est le premier sujet. Et c'est très bien d'assumer ces différences. Et le deuxième, c'est plus sur le lieu de travail. Je suis intimement convaincu que pour toutes les personnes qui le souhaiteront, il y aura demain une plus grande latitude et une plus grande liberté dans là où on peut travailler en fonction de ce qu'on a à faire, etc., que ce soit au bureau, chez soi, en coworking ou potentiellement depuis l'étranger, etc. Et donc, demain, on va quand même vers un travail qui sera beaucoup plus distribué, pour peu que les entreprises l'acceptent. Et donc, dans tout le cas des entreprises hybrides ou 100% télétravail, cette facilité de choix du lieu de travail, elle devrait être accompagnée et très présente, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver naturellement et qui, du coup, marque la fin du bureau tel qu'on le connaissait, comme une bureau cathédrale et lieu sacralisé où on devait aller. Le bureau aura un rôle, mais un rôle différent et en tout cas pas du tout imposé et sacré. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, il y a beaucoup de questions sur le forum et notamment des questions, alors très pratico-pratiques pour le coup, hein, mais on reviendra aussi sur le sens du travail tout à l'heure. Des questions notamment sur la prise en charge et les modalités du télétravail. Qui doit fournir le matériel informatique? Qui doit régler la facture téléphonique? Alors, c'est une question qui a été posée par Sylvie.
Je peux peut-être répondre par rapport à l'accord d'Orange. Donc nous, Orange, on verse une prime aux salariés en situation de télétravail régulier de 120 ou de 180 euros annuels en fonction du volume de jour. Et concernant le matériel informatique, c'est un salarié doit être équipé. Donc effectivement, le portable, le smartphone est fourni par l'entreprise. Très bien. Alors, une autre question qui est destinée à Nathanaël. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des accords pour le télétravail ou alors est-ce que certaines entreprises privilégient uniquement le travail en dur, c'est-à-dire en bureau? Alors, toutes les entreprises n'ont pas des accords, même si clairement, ça fait quand même 27 ans que le télétravail a été, entre guillemets, marqué en France et il y a eu des successions de lois. Donc, il y a quand même énormément d'entreprises qui ont formalisé des accords de télétravail. Mais toutes ne le sont pas, et notamment au sein des PME, des TPE et de certaines ETI, on le voit par rapport à certains grands groupes, encore du retard là-dessus, qui peut être lié à une culture, parfois juste notamment sur certaines entreprises familiales qu'on a pu accompagner, il y a une culture du bureau et de la présence qui fait que il n'y a pas de volonté de mettre en place ces accords, mais globalement, la tendance, elle est à un encadrement des pratiques, sachant que il faut aussi garder en tête que les lois qui encadrent le télétravail se sont beaucoup assouplies en France, notamment depuis les ordonnances Macron, et donc ça facilite très largement la mise en œuvre du télétravail, même aujourd'hui sans avoir une charte ou un programme qui encadre. C'est-à-dire qu'une simple demande acceptée par mail peut aujourd'hui être acceptée, même si on conseille toujours pour l'entreprise, pour des raisons juridiques et de meilleur encadrement, de cadrer par une charte ou un programme. Mais aujourd'hui, les modalités de télétravail sont très souples et il y a globalement une majorité d'entreprises qui, à défaut de charte ou d'accord, ont mis en place quelques règles qui permettent le télétravail pour certains salariés. Très bien. Une question de Jean-Pierre, qui est responsable RH dans une PME et qui s'interroge sur le format le plus efficient pour la mise en place du télétravail. Quel est le rythme idéal s'il peut y avoir un rythme? Et il voudrait qu'on revienne aussi sur l'hybridation du télétravail. Martine, tu veux répondre ou je réponds? Alors, je dirais non. Alors, nous, dès le départ, depuis 2009, on est plutôt allé sur un format jusqu'à 3 jours, donc ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup. Après, quand on démarre, ce qu'on peut aussi, c'est fonctionner par expérimentation et effectivement solliciter des équipes qui ont envie de tester et on y va pas à pas parce que la réalité d'un métier à l'autre n'est pas forcément la même. Chez nous, on a des métiers où on peut télétravailler jusqu'à 3 jours et d'autres, c'est plutôt 1 ou 2. Donc, je rappelle, pour télétravailler, c'est à la fois le métier, mais aussi c'est la personnalité de l'individu. Donc, je dirais, moi, pour démarrer, je pense que l'expérimentation est sans doute la meilleure des façons de faire avec des gens qui ont envie de tester et on fait des retours d'expérience et au fur et à mesure, on voit comment ça se passe. On construit aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis pour ou contre le télétravail, se pose la question du matériel, se pose la question de l'accompagnement, de la formation. Donc, le fait d'y aller pas à pas vous permet aussi de construire les outils d'accompagnement, que ce soit pour le salarié et le manager, avant d'étendre ou d'ouvrir. Voilà, donc ça peut être une bonne stratégie de vous appuyer sur des volontaires ou sur un métier défini ou quelques métiers définis pour apprendre et au fur et à mesure élargir. Et garder en tête qu'historiquement, on était sur 1 à 2 jours de télétravail et que là, ce que l'on voit avec les nouveaux accords ou les nouvelles discussions, c'est qu'on monte potentiellement dans certaines entreprises à 3 ou 4 jours. Mais là encore, l'expérimentation permet vraiment de bien caler ce qui est bon pour l'entreprise, ce qui est attendu. N'hésitez pas à poser la question aussi à vos collaborateurs de ce qu'ils attendent en termes d'intensité de télétravail pour vous assurer si vous êtes dans cette logique-là, d'être en cohérence entre ce qu'ils attendent et ce que vous souhaitez apporter. Et dernier point, on a certaines entreprises qui, pour des raisons de recrutement, testent même, pour certaines équipes, pour certains métiers, du télétravail à 100% parce qu'elles n'arrivent plus à recruter sur leur bassin. Donc, on voit qu'il y a aussi des cas particuliers qui peuvent être liés à votre business ou à vos métiers ou à vos difficultés de recrutement. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte au moment de penser votre accord télétravail.
Et juste en complément, je pense qu'à la base, ils vont vraiment créer une équipe projet parce que quand vous mettez en place le télétravail, c'est pas qu'une question RH manager, ça sollicite aussi les équipements, ça sollicite pas mal de métiers, ça touche à toute l'organisation. Donc pour moi, effectivement, dès le départ, il faut être sûr qu'il y a une volonté de la gouvernance et travailler en mode projet pour effectivement construire au fur et à mesure tout le dispositif qui va accompagner la montée progressive du télétravail dans votre entreprise. Effectivement, est-ce qu'on peut répondre aussi à notre responsable RH qui a posé la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de modèle qu'on peut adapter dans chaque entreprise, hein. Chaque entreprise aura des besoins différents et des modalités d'accès au télétravail différentes. Et moi, pardon. Oui. Alors, Alexandre, vous avez Khadija, une question Oui, allez-y, je vous en prie, Alexandre. Oui, désolé, j'ai pour histoire de faire une illustration de la question du sujet du télétravail, j'ai eu deux soucis successifs de connexion. Je voudrais rajouter un point qui est que dans toute initiation, expérimentation ou bascule dans le télétravail, il y a vraiment une prise d'information à faire auprès des collaborateurs. Ça rejoint ce que je vous ai entendu dire, Nathanaël. Et évidemment qu'il y a un cadre légal en lien avec les institutions représentatives du personnel, mais plus largement, il y a vraiment de l'intelligence collective à opérer, une prise de température émotionnelle, et éventuellement des travaux de catharsis ou de libération de la parole sur les angoisses. En fait, on se rend compte que les gens, même en temps de crise sanitaire qui nous a fait découvrir le télétravail, il y a encore des représentations qui sont très fantasmées sur ce que c'est qu'un télétravail accompagné. Et prendre un temps pour faire s'exprimer cela et aussi faire rêver. Nous, on utilise une méthode qui est l'appreciative inquiry, qui est donc l'enquête appréciative, où on rassemble des collaborateurs pour leur faire imaginer quel serait un horizon souhaitable de télétravail, par exemple, qui leur permet de bâtir un rêve et de bâtir ce rêve en utilisant les forces qu'ils ont. Vous avez coupé le son, Alexandre. On ne vous entend plus. Voilà, je crois qu'il y a eu un souci de son. En bien utilisant leur force en tant qu'individu ou bien en tant qu'organisation, de telle sorte à dessiner un rêve qui soit approprié. Mais vraiment ne pas oublier la dimension émotionnelle dans les enjeux de télétravail, puisque télétravailler, ça peut donner le sentiment très pragmatique d'isolement, et c'est tout particulièrement vrai chez les jeunes. Alors juste en complément, je peux vous citer un exemple. Il y a 10 ans, quand on a mis en place le télétravail dans les métiers de la relation client, donc c'est des gens qui sont 7 heures par jour au téléphone avec le client. Donc au-delà de l'aspect technique où il fallait acheminer l'appel à domicile, ce qu'on a créé tout au début, c'est ce qu'on a mis en place, c'est des pépinières. C'est-à-dire qu'on a recréé l'environnement à domicile à côté dans l'espace Orange, dans les plateaux Orange. On les a mis en configuration pour une montée en compétences et pour pouvoir traiter toutes les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer, et ça a vraiment beaucoup aidé parce que ça les a aidés à monter et à pratiquer le télétravail comme s'ils étaient chez eux avant de pouvoir effectivement les mettre en situation individuelle au domicile. Donc, il peut y avoir effectivement différents dispositifs qui accompagnent dans certains métiers où il y a du client, où il peut y avoir des choses un peu complexes pour éviter, parce qu'il faut aussi toute la hotline, tous les services associés. Voilà, donc en fonction des métiers, ça nécessite quand même un travail préalable, préparatoire et d'accompagnement avant de permettre effectivement du jour au lendemain une situation de travail à domicile en laissant le salarié un peu se débrouiller. Très bien. En fait, déjà, j'ai encore une idée qui me vient en écoutant Martine, qui je pense est importante, c'est que finalement, on peut se visualiser le télétravail comme étant une modalité de travail qui doit pouvoir recréer l'ensemble des fonctions habituelles du travail. Je vais prendre un exemple. Quand on va au travail, si on a un emploi de bureau et qu'on va dans une réunion, en sortant de la réunion, on imagine que ce qu'on fait, c'est qu'on va à une autre tâche. En fait, dans la pratique, les gens ne font pas ça. Ce qu'ils font en sortant d'une réunion, c'est qu'ils papotent un petit peu. Ça a été observé par l'un de nos partenaires d'une étude, Herman Miller, en observant des milliers d'heures de travail. Et ce papotage, ce papotement, je ne sais pas comment on dit, en fait, il est extrêmement important parce que, il crée de la convivialité, mais surtout, il permet d'échanger de l'information informelle qui est extrêmement utile
pour le bon déroulement du projet. Et pour faire ça dans un lieu de travail, eh bien, on crée des zones qu'on appelle des zones de landing, qui sont d'atterrissage, où on peut faire ça sans déranger les autres. Eh bien, l'une des gageures du télétravail, c'est de pouvoir créer ces espaces-là, alors même qu'on est dans des conditions différentes. Et ça, c'est un exemple. Et puis, mais c'est vrai pour tout le reste. Pour la convivialité, pour la créativité, pour les zones de repos, comment est-ce qu'on fait pour réorganiser le travail de telle sorte à ce que cette richesse-là qu'on a sur un lieu partagé existe encore chez l'un de nos clients, Allianz. Les réunions sont systématiquement prévues sur des créneaux d'1 heure, mais durent 50 minutes, parce que ça laisse de cette manière 10 minutes de battement qui permettent cet échange informel, cette prise de respiration, ce petit café ou répondre à un SMS pour éviter de le faire pendant la réunion d'après. Voilà, c'est ça l'horizon du télétravail aussi. Alors, je rebondis sur, sur votre, comment dire? Votre exemple, hein. Souvent, il y a de la déperdition d'informations. C'est vrai qu'on constate qu'il y a certaines informations qui vont transiter, à la machine à café pendant la pause cigarette. Alors, c'est que c'est pas bien de le dire, comme ça, mais, cette information, on la retrouve comment alors si je vous rejoins, Alexandre, dans votre, raisonnement? C'est-à-dire que ça peut se faire via On Teams? la retrouve parce que on crée des espaces de convivialité qui sont tristement digitaux, mais qui restent là. Ça peut faire partie. Nous, on a 2 cafés d'équipe, un petit déjeuner le lundi matin de 9h30 à 10h avec tout le monde. On a le mercredi de 14h à 14h30 et on s'inspire d'organisations qui partagent nos bureaux de coworking à l'Archipel, qui organisent des jeux en soirée auxquels les gens viennent s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est pour l'aspect convivialité. Et ces temps de convivialité, on s'aperçoit qu'il y a quand même des petits échanges d'informations de travail. Ça n'est pas que, c'est d'abord pensé pour se faire du bien humainement, mais ça aussi. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a vraiment un besoin d'utiliser des nouveaux outils de partage d'informations. Et le mail ça prend peut-être 10 ans ou 15 ans, mais le mail va finir par être moins enfouissant et électroniquement. La création d'espaces collaboratifs, de messagerie d'outils comme Slack devient vraiment importante parce que c'est du travail asynchrone, mais en même temps convivial, émotionnel et ludique. Et l'utilisation de ces outils-là, elle permet de diminuer ces fameuses 5 heures de traitement d'email aujourd'hui et de recréer des espaces plus ou moins formels, plus ou moins amusants et de l'interactivité via du chat. Donc voilà, c'est une réponse parmi d'autres. Très bien. Je dirais même, je dirais même ce questionnement provoqué par le télétravail, comment on travaille quand on est à distance, on est obligé de rechallenger, de tout mettre à plat. Je pense que les réponses sont aussi très bénéfiques quand on est en présentiel. Parce que quand on est en présentiel et qu'on fait 3 heures de réunion, au bout d'un moment, on sait que notre cerveau, il part. Donc voilà, donc je dirais ce détour par le domicile, par l'extérieur, ça repose globalement le sujet de l'efficacité, de la performance globalement. Très bien. Nathanaël, tout à l'heure, vous avez évoqué justement le 100% digital, que certains profils étaient difficiles justement à trouver et qu'on proposait du télétravail à 100%. On a justement une question de Karim, hein, qui est dans le digital et le numérique et qui se demande si demain, justement, le 100% télétravail sera possible dans la plupart des entreprises françaises. Est-ce qu'il y aura une évolution des mentalités, sachant qu'on est dans une culture de... C'est l'objet de sa question. C'est pas évident, mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus d'entreprises, grandes ou plus petites, hein, notamment des startups, mais de plus en plus d'entreprises vont proposer du 100% télétravail, notamment quand elles sont dans des difficultés de recrutement, comme je le disais. Et ça a déjà commencé dans le monde du conseil. Des grands acteurs du conseil sont en train d'inclure ça dans leur accord télétravail, le fait de pouvoir être en télétravail à 100%, et font en sorte que leurs clients l'acceptent aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 2 ans et qui sont en train de bouger. On a des équipes IT ou digitales de grands groupes qui sont en train de demander à leurs équipes RH de faire des alternatives au programme télétravail, justement pour pouvoir recruter des personnes hors de Paris ou hors de bassins qui aujourd'hui sont trop en tension et ne permettent pas de recruter ou de remplir des postes qui sont disponibles. Donc oui, la question, cela va arriver de plus en plus.
Néanmoins, il faut bien voir que pour ces entreprises, ça demande une nouvelle appréhension. Parce que là où une startup décide de passer en 100% télétravail pour tout le monde, globalement, ça peut paraître surprenant, mais elle se construit comme ça, avec une culture, avec des gens qui vont dans l'entreprise avec cette notion que tout va être à distance, une culture de l'écrit versus l'oral. Pour une entreprise qui s'est conçue sur la présence physique et qui rentre dans du 100% pour certaines personnes, ça va être plus difficile. Donc oui, ça va apparaître, ça va être compliqué pour les entreprises, mais pour des métiers notamment digitaux comme la personne, je pense que de plus en plus, elle aura d'opportunités de ce genre-là, ce qui ne veut pas dire qu'on va aller sur du 100% télétravail de partout sur la planète, parce qu'il y a plein de difficultés à mettre en place un contrat de télétravail depuis l'étranger, etc. Et là, on sera plutôt sur des dynamiques, ce que je mettais dans une réponse sur le chat, plutôt de freelance, de travail avec des freelances à l'international, etc., qui sont aussi des choses qui montent en puissance, mais qui sont différentes. Parce que derrière, il y a la question de sous-traiter à d'autres pays, etc. Et donc, on voit qu'on passe dans une autre problématique d'externalisation des métiers à l'étranger. Peut-être rajouter, Nathanaël, que si c'est quelque chose qui peut être amené à se produire pour des professions bien précises et des enjeux géographiques, c'est quand même pas du tout souhaitable, hein. C'est-à-dire que la plus longue étude jamais réalisée sur l'épanouissement, elle a été réalisée à Harvard. C'est l'étude Grant, qui est 70 ans, 4 générations de chercheurs. Et cette étude, elle démontre que le facteur premier d'épanouissement dans une vie, c'est l'amour. Alors, sous sa forme moins romantique, c'est l'amitié. Et sous sa forme plus convenue en entreprise, ce sont les rapports humains positifs. Et c'est vraiment ça qui fait la richesse de la vie et qui fait que derrière, on arrive à produire des belles choses au travail. Donc, ce rapport humain, il doit être préservé coûte que coûte. Sinon, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et la seule manière qui ferait que c'est entendable d'être en 100% télétravail, si on va vers comme scénario, c'est si, comme vous le disiez, Nathanaël, que se crée sous forme de champignonnage partout en France des tiers-lieux, de telle sorte que ces individus qui travaillent de chez eux, qui ne peuvent pas accéder à un corporate office, comme on dit, ils puissent avoir des lieux de socialisation qui soient plus près de chez eux. Mais là, je mouille la chemise en disant que je ne crois absolument pas à un monde dans lequel le télétravail se ferait à 100% pour une large frange de population, fût-ce le cas pour des entreprises qui se créent ainsi dès le début. On perdrait énormément. Et les entreprises sont vraiment en train aujourd'hui, je pense, d'équilibrer les coûts-bénéfices entre d'un côté les économies d'espace, les économies de transport, les temps de concentration accrus lorsqu'on est chez soi, et la perte humaine, conviviale, créative, émotionnelle, d'ouverture d'esprit. Très bien. Je voudrais juste rajouter pour ma part, en tout cas pour une entreprise comme Orange, moi je suis toujours très soucieuse de l'inclusion. On a quand même des métiers, même s'ils sont ils sont pas forcément les plus représentatifs, mais néanmoins importants. On a des métiers qui aujourd'hui ne sont pas éligibles au télétravail. C'est ce on que a j'allais. d'interventions qui sont des métiers importants, nos vendeurs de boutiques, voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus partir du principe que tout ça est faisable pour tous. Non, il y a des métiers où ça nécessite du présentiel. Donc voilà, donc nous, l'objectif, c'est aussi de trouver un équilibre et qu'on ne soit pas dans deux modèles d'entreprise qui se côtoient, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc c'est vrai que, mais une fois qu'on dit ça, je pense que c'est vraiment à regarder métier par métier, entreprise par entreprise, parce que ça dépend aussi de l'activité, dans le domaine du SI ou des codeurs ou de l'informatique plus générale, c'est peut-être plus facile, ou du métier du consulting. Après, toutes les entreprises, voilà, il y a aussi des entreprises de production. Donc voilà, donc il faut être. Mais pourquoi pas? Mais voilà, mais c'est à réfléchir en fonction de chacun des métiers et de l'activité de chacune des entités. Effectivement, c'est bien de le souligner. Tous les métiers ne sont pas éligibles au télétravail, hein, on l'a bien vu, notamment en période de crise. Alors, juste une dernière question. Vous avez fait des émus, Alexandre, sur Forum. Une question sur c'est quoi pour vous le bonheur au travail? Vaste question. Et puis, les intervenants pourront également y répondre.
En fait, il y a deux approches. La première, c'est de se dire que la science donne des clés. Et donc, il y a des rapports assez surprenants de l'OCDE qui suggèrent que le bonheur au travail, c'est d'abord une prépondérance d'émotions positives sur des émotions négatives. C'est un sentiment de réussite, de succès ou de satisfaction. Et c'est enfin quelque chose de supérieur, le sens, l'appartenance, l'utilité, la contribution au monde, quelque chose comme ça. Ça, c'est une réponse scientifique qui peut être complétée par des grands piliers, le management, la formation, la rémunération, les espaces, toutes ces choses-là. Ça, c'est la réponse scientifique et on s'y accroche beaucoup à la Paris Spinza. Mais peut-être, parce qu'on est des êtres humains, rappeler que chaque organisation le définira selon sa propre culture et que c'est la rencontre entre, d'un côté, des éléments scientifiques ou académiques et de l'autre, une culture d'entreprise et un dialogue d'entreprise qui pourra définir ce que c'est. Nous, quand on accompagne des entreprises ou des associations ou au pouvoir public, eh bien, on a plaisir à un moment à faire écrire un texte collectif de ce que c'est que ce bon travail, ce bien travailler ensemble. Et ce texte-là, c'est finalement revenir à l'essence du manifeste, qui est ce vers quoi on tend en tant que collectif. Et puis après, une fois qu'on a cette vision-là, ben, tout reste à faire, mais au moins on est aligné en vision, et puis on peut commencer à travailler sur les plans d'action, les méthodes de transformation, etc. Et là, Très bien. voilà. Merci. Alors, c'est déjà la fin de cette table ronde qui était très intéressante. On a abordé effectivement la pratique du télétravail et on a un peu débordé sur d'autres thématiques, mais toujours en lien avec la sociologie de l'organisation. Alors, pour conclure, si vous deviez peut-être résumer une idée, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui à nos internautes qui se posent peut-être encore des questions sur la thématique, qu'est-ce que ce serait? Martine Bordonnet. J'allais dire oser, il faut se questionner, il faut savoir sortir de ses routines et tester, échanger, partager avec ses collègues, avec son manager. Pour les entreprises qui sont peut-être moins à l'aise sur ce sujet encore aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir le sujet de questionnement et oser sortir parfois de sa routine, parce que c'est vrai que ce qu'on maîtrise, ça vous rassure, et ouvrir un champ d'innovation, de nouveauté, parfois ça peut inquiéter, mais je pense que ça mérite qu'on s'interroge et qu'on y aille. Merci. Sortir de sa zone de confort, effectivement. Nathanaël Mathieu? Oui, je dirais donnez-vous plus de liberté dans votre lieu de travail et libérez ainsi aussi l'énergie et tout ce que peut apporter la confiance qui est derrière le télétravail à un individu, mais aussi à toute l'équipe. Donc derrière, c'est liberté et plus de confiance finalement pour l'entreprise. Merci. Alexandre, votre micro, s'il vous plaît. Sinon, c'est difficile de télétravailler. Oui, c'est bien parce que après un an de télétravail, j'ai montré pas mal d'expertise. Un, sur la déconnexion et deux, sur le micro. C'est bien. Moi, ma recommandation, c'est de s'interroger sur l'intention. Certes, ce télétravail n'est pas choisi, ou en partie subi en tout cas, mais quelle intention? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est l'épanouissement et donc la performance? Est-ce que c'est la transformation des modes de travail? Quelle est redéfinir l'intention et de cela, on peut piocher dans une base de données immense de bonnes pratiques et de modes d'accompagnement. Voilà. Et je voudrais remercier mes deux camarades. Nathanaël, j'espère pas avoir donné l'impression d'être trop m'inscrire en faux par rapport à ce que vous disiez, parce que globalement, je suis d'accord, j'ai juste eu un cri du cœur tout à l'heure, mais merci pour la qualité de nos échanges, chers amis. Et en tout cas, merci à vous, merci à tous les trois justement pour la qualité des échanges, effectivement, et surtout d'avoir pu éclairer peut-être et informer et donner quelques conseils, quelques recommandations sur cette thématique du télétravail. Si vous souhaitez en savoir peut-être un peu plus, n'hésitez pas, donc il y a de la littérature, il y a de la lecture sur ce thème. Sinon, je vous invite à vous rendre sur le site internet de LMBG Work Lab, la fabrique Spinoza, peut-être pour enrichir, et puis Martine, peut-être pour les bonnes pratiques, on pourrait peut-être vous retrouver en interview. Alors, sur votre site internet, il y a quelques interviews que l'on peut consulter, et puis peut-être pour les responsables RH qui nous ont écoutés cet après-midi, peut-être y recueillir, y glaner peut-être quelques bonnes idées. Voilà, merci à tous et bonne continuation. Merci.
Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.